Merci mes amis. Merci mes amis de Styrin, de la Moselle, de ces grandes et belles régions de Lorraine, d'Alsace, de Champagne-Ardenne. Bonsoir et merci de votre accueil toujours si chaleureux. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble de nos élus venus en masse, notre ami le sénateur Masson, notre maire d'Hayange, mon cher Fabien, notre président de groupe au conseil régional, Laurent Jacobelli, notre délégué départemental, Marie-Claude Voisson, et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin, celui qui m'accompagne au quotidien dans la direction du Rassemblement national et qui joue ce soir à domicile, mon cher Kevin Pfeffer. On voit qu'il joue à domicile. Je voudrais saluer et remercier tous les militants dévoués, les sympathisants, les électeurs et les curieux venus ce soir nombreux participer à cet avant-dernier meeting de la campagne présidentielle. Si vous êtes là ce soir, mes chers amis, c'est parce que vous savez que le temps qui vient sera du temps dont on se souvient. Merci à vous tous. Merci d'être depuis bientôt 8 mois sur le terrain à arpenter les places et les marchés, de porter notre message d'espoir des réseaux sociaux jusque dans les villages les plus reculés. Merci à tous les artisans de ce formidable mouvement populaire que nous avons construit ensemble et qui va nous mener dans quelques jours, j'en suis convaincu, à la victoire. Mes amis, nous sommes à 9 jours. Nous sommes à 9 petits jours d'un rendez-vous avec l'histoire. Alors je vous pose la question, êtes-vous prêts à remporter cette élection présidentielle ? Alors ce soir, exceptionnellement, avant de céder la parole à celle que vous attendez tous, ce n'est pas de la France dont je voudrais vous parler, mais de celle qui s'apprête à la sauver. Je voudrais vous parler ce soir de celle pour qui je me suis engagé en politique il y a maintenant 10 ans, depuis la cité HLM de Seine-Saint-Denis où j'ai grandi, et qui va devenir dans quelques jours la présidente de la République française. Tout au long de cette campagne, les Français auront appris à connaître, à découvrir ou peut-être à redécouvrir une femme aux qualités hors du commun. Une femme dont les qualités propres, la vision haute, l'expérience politique et internationale en font évidemment une femme d'État. Le vent de l'histoire s'est levé. Nous sommes ici ce soir plusieurs centaines à Styrin-Vendel, mais nous sommes en réalité des millions partout en France, de métropole jusqu'à l'outre-mer, acclamés haut et fort que les 10 et 24 avril, nous choisissons Marine. Nous choisissons Marine car elle est celle qui détient l'autorité, le courage, l'honnêteté, la solidité, mais aussi l'empathie, l'amour des Français nécessaire pour prendre la barre du navire. Nous choisissons Marine car elle est celle qui connaît le quotidien des Français mieux que quiconque dans cette élection, depuis 20 ans engagée en première ligne à vous défendre, et elle est celle surtout à qui le temps a donné raison. Nous choisissons Marine car elle est celle qui détient l'instinct et l'intuition nécessaires pour anticiper les vents qui viennent et déterminer le chemin à prendre pour redresser le pays. Très tôt, Marine Le Pen a vu l'importance de la question du pouvoir d'achat et en a fait un axe majeur de sa campagne. D'autres, tous les autres d'ailleurs, comme, citons-le, Éric Zemmour, ricanaient et affirmaient que ce n'était pas un sujet important avant de changer de braquet en catastrophe face à l'ampleur du ras-le-bol des Français. Très tôt, Marine a refusé de rester passive devant cette société à l'euro près, de regarder sans agir des retraités vivre en France avec 8 € par jour, des étudiants toujours plus nombreux devant les banques alimentaires,
des mères de famille seules cumulaient plusieurs jobs pour survivre, et tout cela, bien sûr, pendant que certains fraîchement débarqués chez nous bénéficient des soins gratuits ou d'un HLM sans jamais avoir cotisé le moindre centime. Très tôt, Marine a vu... Non, je la refais parce que je me suis trompé de... Excusez-moi. Très tôt, et alors même que toute la... Très tôt, et alors même que toute la classe politique en minimisait les conséquences, elle a alerté le pays sur le péril migratoire et la montée de l'islamisme conquérant qui a aujourd'hui pris le pouvoir dans d'innombrables territoires. Très tôt, elle est devenue l'avocate de cette majorité silencieuse, de cette France qui travaille dur, de cette France qui subit sans jamais se plaindre, de cette France qui ne casse pas, qui n'attaque pas les policiers et les gendarmes au cocktail Molotov et qui en a assez d'être dépossédée des fruits de son travail. Au terme d'une troisième candidature à l'élection suprême, je crois que sa constance et sa solidité ne sont plus à démontrer. Son amour pour la France et pour les Français, mais aussi les sacrifices personnels consentis, ont toujours été la boussole de son engagement pour le pays. Chuter, se relever, porter la balafre de ceux qui ont combattu forge le caractère. Cette résilience force l'admiration de tous, nous militants en premier lieu, mais aussi de nos adversaires les plus redoutables. Sa plus grande force dans cette élection aura été, je le crois, d'être telle que je la connais, telle que vous l'aimez dans cette élection présidentielle. À moins de 9 jours maintenant du premier tour, je vous le dis solennellement, nous sommes prêts. Marine Le Pen est prête à présider aux destinées de la France. Et oui, la Macronie a raison, 1000 fois raison d'affirmer que Marine peut gagner cette élection présidentielle, élection qu'il nous est interdit de perdre. Son projet, mûri depuis des années, est adapté aux crises que notre pays vient de traverser et complet, crédible, concret, puissant, applicable. Il répond à la fois aux défis civilisationnels de la fin de la France qui nous guettent si nous ne reprenons pas maintenant le contrôle, ainsi qu'à celui des fins de mois difficiles qui angoissent aujourd'hui dans le quotidien des millions de Français. Qui peut dire ici que Marine ne résoudra pas le problème de l'immigration ? Qui peut dire qu'elle ne remettra pas de l'ordre dans les quartiers hors de contrôle ? Qui peut dire qu'elle ne fera pas triompher l'intérêt de tous contre les féodalités prédatrices ? À l'inverse, Emmanuel Macron, lui, est devenu le prête-nom d'intérêts privés et le scandale McKinsey, dont Marine vous reparlera, en est devenu une énième preuve flagrante. Avec lui au jeu du qui veut gagner des millions, les cabinets privés internationaux auront été les grands gagnants. Et comme par hasard, ce sont les mêmes personnes de chez McKinsey qui l'ont conseillé gratuitement durant sa campagne. Oui, vous pouvez y aller. Alors c'est pourquoi, mes amis, nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus le temps pour les divisions et les hésitations. Et j'aimerais dire maintenant, à 9 jours du premier tour, aux patriotes sincères de LR, comme aux partisans de Reconquête, quand la France court à l'abîme, quand le pays est en danger, quand une course contre la montre est engagée contre les forces de déconstruction, alors on a le devoir de soutenir et de voter pour la candidature patriote la mieux placée, non seulement pour se qualifier au second tour, mais pour battre Emmanuel Macron dans quelques jours. Tous les patriotes ont désormais une responsabilité, se rassembler derrière Marine, faire bloc avec elle, autour d'elle, dès le premier tour, pour créer les conditions du rassemblement le plus fort, le plus puissant et le plus large possible pour aller chercher la victoire au second. Et parce que le moment est venu, à l'heure où certains voudraient et attendent concrètement au quotidien aux droits et aux libertés des femmes, l'ascension d'une femme à l'Élysée serait un formidable symbole d'affirmation de nos valeurs. Quelle grande et belle fierté pour nous, pour notre famille politique, que de porter une femme à l'Élysée, que de faire d'une femme du peuple la première présidente de la République de l'histoire. Alors, mes amis, en guise de conclusion, je vous rappellerai que ces élections présidentielles opposent les liquidateurs de la nation à ceux qui veulent lui rendre sa force et sa grandeur.
Nous sommes à la veille d'un véritable choix de civilisation dont l'importance est historique. Quand nous parlons de la France, nous ne parlons pas d'un concept abstrait. Nous parlons d'une réalité vivante faite de territoires et de terroirs, de villes et de villages, de dunes et de montagnes, de chair et d'histoire, de triomphes et de victoires. Quand nous parlons de la France, nous parlons d'une histoire pluriséculaire dont nous sommes les héritiers attentifs et les continuateurs. La nation incarne ce besoin de civilisation dont les Français ont soif. Elle incarne un besoin de certitude sur lesquelles s'appuyer dans les tempêtes de notre monde. Devant les Français rassemblés à Bagatelle pour son discours du 1er mai 1950, et auquel nous ressemblons tellement ce soir, le général de Gaulle déclara « Nous sommes bien vivants. Il n'est que de nous voir pour être sûr que notre peuple n'est aucunement disposé à terminer sa carrière. Il n'est que de nous voir pour discerner où les travailleurs mettent aujourd'hui leur espérance. La masse immense que voilà prouve aux insulteurs que rien n'est perdu pour la France. Alors mes amis, nous avons 9 jours pour nous mobiliser, 9 jours pour mobiliser les vôtres, 9 jours pour faire triompher l'espoir contre la fatalité, 9 jours pour mettre un terme au règne de l'arrogance, 9 jours pour faire du président sortant un président sorti, 9 jours pour redonner à notre peuple la France qu'il aime. Alors aux urnes, citoyens, le jour de gloire va arriver. Vive Marine Le Pen, vive la République et vive la France! Mon projet politique est de donner à la patrie les moyens de sa grandeur et de donner aux Français les moyens de leur bonheur. Mon projet est de faire entrer la France dans le 3e millénaire, de lui donner tous les atouts pour affronter le monde qui vient. Notre nation a un pacte 2 fois millénaire avec la liberté du monde, mais aussi avec l'idéal d'égalité et l'espérance de fraternité. Notre devise nationale vibrante des victoires des hommes et des femmes sur la fatalité doit être relevée, tel notre drapeau bleu, blanc, rouge, mis à terre par les lâchetés des gouvernements en faillite. Ce serment sacré, ce pacte millénaire, cette devise nationale, voilà le rêve français qui doit nous animer. Voilà le rêve français que nous allons retrouver. Faites confiance à cet idéal, faites confiance à vos idéaux. Ensemble, nous allons rendre à notre peuple la France qu'il aime. Vendel, porte de la France, au lieu de combats héroïques, des combats pour la patrie, notamment dans cette guerre si injustement oubliée de 1870. Un salut à Fabien Engelmann, monsieur le maire d'Hayange, élu au premier tour, qui est ici, dans ce département, l'exemple discret mais éclatant de la réussite de la gestion municipale du Rassemblement national. Je vous demande de l'applaudir comme il le mérite, car c'est difficile d'être maire. Un salut fraternel, bien sûr, aux sénateurs Masson et aux maires qui m'ont accordé leur parrainage. Merci à vous. Un salut affectueux
affectueux à Kevin, parce qu'il est l'artisan de cette belle campagne aussi présidentielle. Bonsoir aussi mes chers amis mosellans qui êtes présents ce soir, vous tous issus de cette terre de Lorraine si valeureuse, si chaleureuse, si courageuse, et je le dis du fond du cœur, si française. Cette France que Paris oublie souvent d'ailleurs, mais que la mondialisation désastreuse n'a pas oublié malheureusement, laissant derrière elle des friches, des désillusions et de terribles souffrances. Cette terre de France, patrie de Jeanne d'Arc, que nous Français, nous patriotes, nous n'oublions pas, que nous aimons, que nous chérissons. Et c'est parce que nous chérissons cette terre, comme toute la terre de France, que nous voulons pour elle et pour ses enfants le meilleur, le plus sûr et le plus bénéfique. Mais dans la France d'Emmanuel Macron, les seuls qui semblent faire des bénéfices, et de gros bénéfices, ce ne sont pas les Français, ce sont les cabinets de conseil américains. Et oui, ils sont, vous savez, comme les petits cailloux blancs qui balisent le parcours d'Emmanuel Macron et qui, aujourd'hui, nous conduisent à l'actuel chef de l'État. L'affaire McKinsey, qui commence à défrayer la chronique politique et égrène chaque jour son lot de révélations troublantes, nous oblige à nous exprimer. Bien sûr qu'un cabinet de conseil n'est pas illégal en soi, et qu'une collectivité, une administration ou même l'État peuvent être fondés à y avoir recours. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Et ceux qui veulent limiter ainsi le débat tentent d'échapper aux vraies questions. Sans même évoquer à ce stade la question des éventuels conflits d'intérêts que pourraient révéler les enquêtes journalistiques ou de manière plus officielle la Cour des comptes ou une enquête judiciaire, ni la question d'une optimisation fiscale abusive ayant entraîné le non-paiement d'impôts en France. Une intrusion privée de cette ampleur dans la conduite des affaires publiques pose 3 questions symboliques. Et on sait combien sont importantes en politique les symboles. La première question, c'est celle de la défiance à l'égard de la haute fonction publique et plus largement de nos fonctionnaires que cette pratique induit. Pensez que pour 497 000 €, on a payé une étude pour réfléchir sur les évolutions du métier d'enseignant. Mais les professeurs ne seraient-ils pas assez compétents et impliqués, peut-être, pour avoir une analyse sur le sujet ? Mais combien cela est insultant pour eux. Combien cela est choquant pour les contribuables qui payent ces gaspillages manifestes. Nous avons une haute administration qui est parmi les plus réputées du monde. Une haute administration pétrie du sens de l'État et de l'intérêt public. Une haute administration d'une parfaite neutralité politique dont on dit, à juste titre, qu'ils sont des grands serviteurs de l'État. Pourquoi ce choix de l'ignorer pour choisir des consultants extérieurs à plusieurs milliers d'euros plusieurs milliers d'euros la journée. Qui peut justifier cela? Emmanuel Macron apparaît comme un chef de l'État qui n'a pas confiance dans l'État, qui ne fait pas confiance aux agents de l'État. Mais quand on y pense, mes amis, cette défiance à l'égard des fonctionnaires n'est finalement pas étonnante venant de quelqu'un qui a fait de la défiance une attitude constante. Défiance à l'égard des travailleurs, qu'il a classés, ou pas d'ailleurs, avec un caporalisme déplacé dans la liste des activités essentielles ou non essentielles. Défiance à l'égard des entreprises, à qui l'on impose le choix des personnels devant être mis en télétravail, ou les modalités du contrôle sanitaire. Mais tout cela aurait pu être défini avec plus d'efficacité par une discussion directe entre les chefs d'entreprise et les représentants du personnel. Et défiance plus largement avec les Français, dont on tient la vie pour inutile, comme on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, mais aussi durant la crise sanitaire, où le peuple français fut traité comme des enfants, menacés, puis punis durant des mois. Le recours au cabinet extérieur pose également la question de la livraison d'informations ou de données d'État auprès de firmes étrangères, et en l'occurrence américaines. Des données médicales, par exemple, dont on connaît l'intérêt scientifique, mais aussi des données sensibles, liées à l'organisation de services de l'État, ou au fonctionnement, bon ou mauvais d'ailleurs, des chaînes de commandement.
Ces pratiques de concession, pour le moins inappropriées, semblent d'une légèreté coupable. Des pratiques qui se comprennent dans certaines entreprises, mais pas au sein d'un État qui se respecte. Enfin, cette affaire pose la question de l'origine de la décision politique. Mais qui est souverain dans notre pays? Qui est souverain dans un système où les circuits de réflexion publique sont sous-traités en dehors de toute logique d'État? En clair, la question que je pose ce soir, qui dirige réellement en France? Un technicien extérieur qui débarque à grands frais avec une vue froide et détachée? Un coach-killer sans âme, un mercenaire sans attache? Le cabinet de conseil lui-même, prestataire de firme dont il revend les produits à l'État? Ou ce politique sans idée et sans énergie qui visiblement a pris le parti de s'effacer devant l'argument soi-disant technique acheté à prix d'or? Tout cela n'est pas sain, tout cela n'est pas républicain. Mais quand de surcroît, les conseils révèlent en réalité la mise en œuvre d'un agenda mondialiste et néolibéral et sous-tend une privatisation rampante de tous les secteurs de l'État, cela devient toxique. Chef de l'État, je serai respectueuse de l'institution que je dirigerai, respectueuse de ceux qui la servent avec le dévouement extraordinaire que l'on sait, et vous me connaissez. Si vous me faites l'honneur de m'élire, j'exercerai le pouvoir que vous m'aurez confié selon le mandat que vous m'aurez confié. Ah! Avec nous, le pouvoir reviendra aux Français. À vous, chers compatriotes, dont les avis seront sollicités, dont les opinions seront sacralisées, dont les votes seront respectés. Parce que la démocratie le recommande, parce que le respect du peuple l'exige, parce que le système oligarchique a vécu. J'établirai ainsi la proportionnelle pour permettre une juste et équitable représentation de toutes les opinions. Monsieur Macron a quand même osé réitérer cette promesse alors qu'il a refusé de la tenir durant tout son mandat. Moi, je veux que chacun puisse, quelle que soit sa sensibilité, se sentir représenté dans les débats qui fixent la règle commune qui s'appelle la loi. Je veux réconcilier et donc associer à nouveau les citoyens à la vie politique. Je veux réhabiliter le politique. Je veux redonner à la politique son rôle, lui rendre ses lettres de noblesse. Nous mettrons en œuvre le référendum d'initiative citoyenne. Il permettra à des électeurs avec 500 000 signatures de déclencher l'organisation d'un référendum sur les sujets qui leur semblent mériter un débat ou un arbitrage. Cette démocratie vivante et saine sera la vôtre. Cette démocratie fera entrer la France dans une ère politique moderne, celle qui ouvre la voie à la participation citoyenne, à l'écoute, à l'implication de tous au grand projet collectif qu'est notre projet présidentiel. Une nation qui vit, c'est avant tout une communauté de destin, une grande aventure que nous avons à cœur de continuer ensemble, par respect pour ceux qui nous ont précédés, par amour pour ceux qui nous entourent, par devoir pour ceux qui nous suivront. Notre projet présidentiel, je l'ai voulu sérieux, et personne ne vient plus dire qu'il ne l'est pas. Je l'ai voulu chiffrer, et il l'est de manière rigoureuse. Je l'ai voulu équilibré, et tout le monde constate combien il est solide, juridiquement irréprochable et politiquement immédiatement applicable. Au fil de la campagne, il s'est décidé, et je ne crains pas de le dire, nous sommes prêts. Notre projet est ambitieux, certes, mais il est réaliste. Il est puissant, mais humain.
il est moderne et il est national. Et surtout, il est pour ici et pour la France.